Bonsoir. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Fabienne Lebars, qui est conservatrice générale et l'adjointe du directeur de la réserve des livres rares, et Bérénice Stoll, conservatrice en chef, chargée des collections du XXe siècle, deux grands spécialistes chacune dans leur domaine, bien sûr du livre, mais aussi et surtout des relures, parce que la réserve des livres rares n'est pas uniquement le lieu où on conserve la Bible du duc d'Ambert ou les précieux imprimés du XIXe et du XXe siècle, mais aussi l'un des plus grands réservoirs au monde, conservatoires au monde, de relures depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'au XXe siècle. Et c'est intéressant parce que c'est un département qui continue avec une politique très importante d'acquisition pour enrichir la collection de relures. Et c'est le cas ce soir. Nous allons écouter cette conférence sur cet ouvrage de François-Louis Schmitt et Pierre Legrain sur les cantiques des cantiques. C'est un centenaire parce que le volume a été réalisé à l'occasion de l'exposition universelle des arts décoratifs de 1925. Donc vraiment, c'est un grand honneur de vous entendre, de vous écouter. Et voilà, j'ai pris déjà trop de temps. Et je vous dirai à la fin de la conférence les deux prochaines rendez-vous de l'année des Trésors du patrimoine. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir avec nous pour vous présenter, comme il vient de vous être indiqué, effectivement, un livre un peu emblématique de la période Art déco, qui est Le Cantique des Cantiques, conçu par François-Louis Schmitt. La raison pour laquelle nous avons souhaité présenter cette année cet ouvrage qui vient des collections de la réserve, donc vous pourrez voir 3 exemplaires d'ailleurs ce soir, c'est précisément pour marquer le centenaire de l'exposition des arts décoratifs, donc, qui s'était tenue en 1925. Et donc ce choix s'est porté sur effectivement Le Cantique des Cantiques, qui est publié en 1925 et qui est sans doute un des ouvrages les plus emblématiques de ceux que Schmitt a pu concevoir. Comme vous pouvez le voir sur l'annonce La Relure, qui est présentée, une relure de Pierre Legrain, qui est une autre figure de l'art déco pour la période qui nous concerne ici. Simplement, il va y avoir une petite modification, en fait, finalement, dans la manière dont on va vous présenter les choses, parce qu'il se trouve qu'au moment où nous avons proposé de nous intéresser à François-Louis Schmitt et Pierre Legrain, nous ne savions pas encore que nous allions acquérir une autre pièce, un autre exemplaire du Cantique des Cantiques, dans une reliure tout à fait remarquable, qui là, évoque une autre collaboration, celle de Schmitt et de Jean Dunand, puisqu'il s'agit d'une reliure avec des plats en laque. Donc voilà, il y a une petite modification finalement de ce que vous allez entendre. Ce ne sera pas exclusivement le grain pour la reliure, mais un autre aspect également très caractéristique des productions de l'art décoratif. Et donc je passe tout de suite la parole à Bérénice qui va vous présenter plus particulièrement justement ce cantique et tous les enjeux qu'il y a autour de ce livre célèbre, imaginé et pensé par le magicien de la polychromie, comme on a pu l'appeler, qui est François-Louis Schmitt. Bonsoir. Le Cantique des Cantiques est considéré par les amateurs comme le chef-d'œuvre de François-Louis Schmitt. C'est en tout cas un de ses livres les plus spectaculaires et les plus cotés parmi la trentaine d'ouvrages auxquels il a participé comme graveur, illustrateur, imprimeur ou éditeur durant la douzaine d'années qui a marqué l'apogée de sa carrière d'homme du livre du début des années 20 au début des années 30. Souvent présenté comme la quintessence du livre art déco, le Cantique des Cantiques est imprimé à la fin de l'année 1925, comme le disait Fabienne, année de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui marque l'apogée de ce mouvement dont les prémices sont apparues avant la Première Guerre mondiale. Car au même titre que l'architecture, la décoration, la mode ou l'orfèvrerie, le livre illustré s'est mis au diapason de ce style, indissociable de l'art de vivre des années folles. Et parmi ces livres, ceux qu'a conçus Schmitt sont les plus somptueux et les plus aboutis. Le 28 avril 1925 est inaugurée à Paris l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Cette manifestation, la première du genre en France, célèbre l'avènement des arts décoratifs qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont peu à peu conquis leur légitimité face aux beaux-arts. Mais elle entend surtout témoigner du style de l'époque et définir le décor de la vie moderne.
Dans la droite ligne de l'impulsion donnée dans la seconde moitié du XIXe siècle en Angleterre par le mouvement Arts and Crafts, le rapprochement de l'art et de l'industrie en France a favorisé l'émergence d'artisans d'art. La figure du décorateur s'est imposée. Alliant qualité d'exécution, inspiration puisée aux meilleures réussites du passé et recherche de formes neuves, les arts décoratifs se sont développés en réaction à l'industrialisation galopante dont les produits étaient jugés laids et prisonniers de modèles éculés. Programmée initialement en 1915, puis plusieurs fois ajournée, l'exposition ouvre finalement ses portes 10 ans plus tard. En 1925, l'objectif de l'exposition n'était plus seulement de réaffirmer l'excellence de la créativité française, concurrencée par ses voisins européens dans la définition d'un style moderne. Dans les années de prospérité de l'entre-deux-guerres, il s'agissait aussi de démontrer la suprématie de l'industrie française et en particulier l'éclat retrouvé de ses industries de luxe. Le règlement général de l'exposition spécifiait que ne seraient admises que les créations d'inspiration nouvelle et d'une réelle originalité, à l'exclusion des pastiches et interprétations des styles anciens. En d'autres termes, des créations innovantes en accord avec le goût et le cadre de vie contemporain. La dénomination style art déco n'a été forgée que bien plus tard, en 1966, lors d'une exposition rétrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris, pour qualifier les tendances qui se dégageaient des produits présentés en 1925. En réaction à l'exubérance décorative de l'Art nouveau, vite passé de mode, le style art déco proposait un retour à l'ordre. Lignes pures, tracés géométriques, couleurs franches et recours à des matériaux audacieux et volontiers luxueux. Le Cantique des Cantiques, présenté comme le type même du style de l'exposition des arts décoratifs de 1925 par Georges Blaiseau, en introduction au catalogue de la vente de la collection Jacques-André en 1951, est le reflet éminent de son époque, un moment d'intense recherche esthétique, d'élégance et de prospérité. L'esthétique du livre a connu une importante transformation au contact du style art déco, qui révolutionne son illustration, sa mise en page, sa typographie comme sa reliure. Le vaste remodelage des arts décoratifs opéré depuis la fin du XIXe siècle intègre dans sa sphère tout le champ de la création et jusqu'à l'art du livre, conformément aux principes édictés dans le catalogue général de l'exposition, selon lequel l'art moderne doit parer tout ce qui nous entoure. De fait, c'est comme un décorateur du livre et non comme un illustrateur que Schmitt se revendique. Les années 20 sont une décennie prospère pour le livre de luxe illustré qui attire l'intérêt et les capitaux des collectionneurs. À l'exposition, une classe entière, la classe 15, était dédiée à l'art et à l'industrie du livre. Un pavillon, la bibliothèque, leur était consacré. Mais on trouvait aussi des livres exposés dans les pavillons de décorateurs. Intégrés aux ensembles mobiliers, ils devenaient partie prenante de l'aménagement intérieur proposé par les plus grands ensembliers. Dans le bureau bibliothèque conçu par Pierre Charot pour le pavillon de l'ambassade française, par exemple, qui est représenté ici à droite sur l'image, donc dans ce bureau bibliothèque étaient présentées des reliures de Pierre Legrain, qui était également l'auteur de la garniture de bureau. François-Louis Schmitt, artiste peintre selon la liste des exposants, était membre du comité de sélection et juré titulaire de la classe 15, ce qui témoigne de la stature qu'il avait acquise à cette date. Dans la catégorie édition de luxe illustrée, Schmitt présentait 2 livres, les 2 premiers dont il est assuré l'ensemble de l'exécution, illustration, gravure, impression et mise en page. Le premier était celui-ci, Les climats, édition illustrée de poèmes de la comtesse Anna de Noailles, achevé d'imprimer le 30 avril 1924. Et le second était Daphné, œuvre d'Alfred de Vigny, achevée d'imprimer à la Noël 1924. Schmitt présentait aussi, d'après certaines sources, des éléments encore inédits du Cantique des Cantiques, qui ne sera achevé qu'à la toute fin de l'année 1925. Les climats et Daphné font grande impression. On peut lire dans le rapport général de l'exposition ces mots qui confirment la réputation de Schmitt en 1925. On doit un hommage spécial à l'originalité, à la virtuosité, à la science de l'artiste-éditeur Schmitt. Ces bois, avec leur fraîcheur, leur immatérielle légèreté, sont puissamment évocateurs de pays lointains, d'époques disparues. Magicien de la polychromie, Schmitt est peut-être le plus suggestif des illustrateurs contemporains. Ses talents de coloriste, l'harmonie de ses pages et sans doute plus encore l'originalité et l'audace de ses décors et de ses mises en page
faisait de ses créations des propositions totalement neuves parmi ses pairs. Quant aux pays lointains évoqués ici, ils sont effectivement un élément capital dans l'imaginaire et l'œuvre de Schmitt qu'on retrouvera dans le Cantique des Cantiques. François-Louis Schmitt, né à Genève en 1873, est âgé de 52 ans en 1925. Il a derrière lui un long passé de graveur et d'imprimeur. Sa carrière d'architecte du livre, capable de concevoir et réaliser sous sa seule supervision tous les éléments d'un livre d'art, est en revanche beaucoup plus récente. Elle remonte à 1922. Fort de ses succès précédents, il est désormais à la tête d'un atelier conséquent capable de l'assister dans la réalisation de ses ambitieux projets. Formé à l'École des arts industriels de Genève, il y a eu pour professeur Alfred Martin, disciple d'Auguste Lepère, le célèbre graveur et grand promoteur du renouveau de la gravure sur bois, à une époque où sa survie était menacée par les nouveaux procédés photomécaniques de reproduction des images. Schmitt suit parallèlement des cours de peinture à l'École des beaux-arts de Genève, alors réputée pour son modernisme. En 1895, à 22 ans, il s'installe à Paris. Pour gagner sa vie, il travaille pendant de longues années comme graveur industriel pour des éditions populaires illustrées. Il ne renonce pas pour autant à la gravure originale, ni à la peinture, qu'il pratique à ses heures perdues et expose régulièrement. Après avoir quitté son emploi et fait l'acquisition d'une première presse à bras, une presse Stanhope, en 1907, voici la presse de Schmitt, telle qu'elle fut photographiée dans son atelier. Donc, c'est donc une presse entièrement manuelle. Donc, après avoir quitté son emploi et fait l'acquisition de cette presse, il vit de ses gravures originales avec un succès croissant. Et c'est donc sur cette presse que sera imprimé le Cantique des Cantiques. Cette même année 1907, il se forme à l'impression typographique à l'École Estienne en cours du soir. Si Auguste Lepère fut un inspirateur puis un admirateur du graveur Schmitt, il le précéda aussi dans le rôle d'architecte du livre qu'il va bientôt endosser. Lepère avait notamment conçu en 1903 cette édition illustrée d'Arrebourg de Huysmans, entièrement composée, ornée et imprimée dans son atelier. Lepère pressentait, je le cite, les ressources infinies qui s'offrent à l'artiste peintre qui aurait le courage de s'assimiler le métier de graveur-imprimeur. Et il prédisait à Schmitt, qui possédait ce double talent, vous allez créer la gravure riche. Autrement dit, en renouveler l'art en lui insufflant la science du peintre, et notamment la couleur. À la veille de la guerre, Schmitt est considéré comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur graveur de Paris. Une société de bibliophiles, la Société du livre contemporain, le sollicite pour réaliser l'ornementation du livre de la jungle illustré par Paul Jouve, qui finalement le charge d'engraver toute l'illustration. La collaboration des deux artistes est interrompue par la guerre. Paul Jouve, mobilisé dans l'armée d'Orient, ne rentre à Paris qu'en 1919. Schmitt, lui, s'engage volontairement dans la Légion étrangère. Il est gravement blessé dans la Somme en décembre 1914 et perd l'usage de l'œil droit. De retour à Paris en 1915, il poursuit seul l'achèvement du livre et finit même par en assurer l'impression, l'imprimeur officiel, Philippe Renoir, ayant dû renoncer faute de main-d'œuvre. Schmitt fait l'acquisition de nouvelles presses et recrute des collaborateurs pour mener à bien cette tâche immense, qui a représenté l'exécution de 500 bois, parmi lesquels Pierre Boucher, graveur éprécié, qui l'assistera pour le Cantique. L'absence de Jouve laisse à Schmitt une grande liberté pour interpréter en couleur les dessins de l'artiste, qui ne lui a laissé que 15 aquarelles achevées, et pour le reste, une quantité de dessins et croquis parfois sommaires. À sa parution en 1919, l'ouvrage remporte un succès éclatant. L'apparition de ce livre marqua une date dans l'histoire du livre d'art. La transposition des dessins de Jouve et leur adaptation créait un genre nouveau dans le livre illustré, écrit par exemple Claude Terrasse dans la revue spécialisée Biblisme. Schmitt avait en effet développé dans ses gravures une technique nouvelle consistant à appliquer la couleur par petites touches à la manière d'un peintre, en jouant sur les contrastes et les complémentarités, ou au contraire en juxtaposant des touches de valeurs proches de manière à créer luminosité et profondeur. Il parvient à donner un relief et un éclat saisissant aux modèles qui lui sont fournis, qu'il transpose en de véritables œuvres originales.
Ce coup de maître lui vaut de multiples sollicitations sur tous les fronts de son activité, graveur, imprimeur, illustrateur ou maître d'œuvre de projets d'envergure. Les bibliophiles de la Société du livre contemporain lui passent une nouvelle commande, ce seront les climats. Et c'est en cette période charnière également qu'est fondé le groupe des quatre, qui associe autour de Schmitt 3 artistes de premier plan, Jean Dunant, le célèbre dinandier et laqueur, ami et complice de toujours de Schmitt, qu'il a rencontré pendant ses études à Genève, Paul Jouve, peintre et sculpteur animalier, et Jean Goulden, peintre et émailleur. Alors, j'ai essayé de regrouper ici quelques-unes de leurs réalisations pour l'exposition ou dans des années proches, pour vous donner un aperçu de leur style. À partir de 1921, tous les quatre organisent chaque année à la galerie Georges Petit à Paris une exposition de leurs travaux. À la veille de l'exposition de 1925, ce groupe des quatre fait figure de tête de pont de l'art déco parisien. Et c'est dans cet environnement stimulant d'artistes décorateurs que Schmitt décide de devenir son propre éditeur afin de créer des livres dont tous les éléments ne soient dus qu'à lui. Son intérêt pour l'art du livre a commencé bien avant l'entreprise du Livre de la Jungle. Durant ses années d'études à Genève, il hantait la bibliothèque municipale, fasciné par les éditions anciennes, incunables et imprimés lyonnais de la Renaissance notamment, et par les manuscrits enluminés dont il recopiait les mises en page. Dès 1911, il grave et imprime de petites plaquettes, modestes mais soignées. La perte de son œil droit en 1914 et sa sensibilité oculaire contribueront à orienter sa production vers une activité d'atelier. Grand amateur de nature et de paysages, lui qui a grandi au pied des montagnes suisses, s'oriente alors vers les paysages rêvés de son imagination. Alors qu'il met la dernière main au climat et travaille sur Daphné, Schmitt a en gestation depuis 1923 déjà le Cantique des Cantiques. La maquette, achevée en septembre ou en octobre, selon les sources, des dessins originaux et les premières planches imprimées sont présentées en décembre 1923 à la galerie Georges Petit. L'ouvrage est tiré à 110 exemplaires numérotés sur papier vélin d'Arche et achevé d'imprimer à la Noël 1925. Il est orné de 80 compositions originales gravées sur bois en couleur par Schmitt. Le colophon précise, l'ornementation, la composition et l'ordonnance de cet ouvrage sont l'œuvre de François-Louis Schmitt, qui en a également exécuté la gravure sur bois et l'impression sur ses presses à bras. Il cite ensuite son plus ancien collaborateur, Pierre Boucher. Une page de faux titres et un médaillon, qui sont représentés ici sur la diapo, un médaillon représentant Salomon, ont été ajoutés en tête de l'ouvrage a posteriori, d'après une note jointe à un exemplaire conservé à la bibliothèque municipale de Montpellier, portant à 81 le nombre de gravures originales. Le choix du texte revient sans guère de doute à Schmitt lui-même, dont la correspondance montre qu'il était seul décideur, déjà au moins pour Daphné, dont le choix avait pu désarçonner certains de ses admirateurs. Texte intemporel et universel, ce chant d'amour ne pouvait que séduire ce bon vivant, esthète fasciné par l'Orient. Il adopte la traduction et l'organisation du texte fixée par Ernest Renan au XIXe siècle. Peut-être parce que, étant protestant, la condamnation de la traduction de Renan par l'index le laissait insensible, comme le suggère Antoine Coron dans sa récente étude sur les livres de Schmitt présents dans la collection Mollo. Peut-être aussi en raison de la modernité de cette traduction dont la langue claire et poétique, qui chante la richesse de la nature, était porteuse d'une foule d'images et d'émotions. Là, tu peux aller montrer peut-être la première page. Dès les premières pages domine une impression de profusion. Alors, ça c'est l'aquarelle originale, donc plutôt la première page d'illustration. Voilà, tu peux montrer peut-être cette page et puis un aperçu de la suivante pour donner cet aperçu de profusion. Donc, dès les premières pages domine une impression de profusion, celle des images et de l'ornementation, mais celle des ors et argent dont il a rehaussé ses bois, mais aussi celle du texte majestueux et imposant.
en choisissant pour sa composition un corps de grande taille, le corps 24, inhabituel pour un livre de ce format. Schmitt accentue chaque mot sur la page. Le texte vibre de toute sa puissance et s'impose à l'œil du lecteur, résistant à l'envahissement du décor qui, en contrepartie, ne se fait pas écrasant. Par sa taille, la typographie prend elle-même une valeur décorative. Assez court, le texte s'étire de page en page en multipliant les possibilités d'éclosion des images. La décoration accompagne le texte sur toute sa progression en se jouant de l'équilibre habituel des masses. Je pense qu'on peut revenir au PowerPoint. Le type de caractère employé est le vieux romain de la fonderie Calon, celui que Schmitt utilisera le plus souvent. Schmitt ne va pas jusqu'à graver lui-même ses caractères, comme son contemporain Louis Joux, par exemple, sur le modèle des presses privées. Il n'adopte pas non plus de police innovante, même pour des textes contemporains. Pour ce texte séculaire qu'est le Cantique des Cantiques, Schmitt préfère se fier à la clarté et l'équilibre d'une police conçue pour rappeler un type ancien, celui que les imprimeurs humanistes de la Renaissance utilisaient pour éditer les textes de l'Antiquité. Son art de la composition et de l'impression se lit dans l'intensité et la régularité de ses noirs typographiques très uniformes. Ces lettres, au tracé net et franc, offrent un pendant équilibré à la richesse du décor. Les lignes typographiques donnent à la page une assise structurante que vient alléger un décor aérien. Pour garantir l'équilibre de ces lignes, Schmitt joue subtilement sur l'espacement des caractères tout en ménageant l'éclat du blanc de la page qui n'apparaît jamais ombré de gris typographique. Parcourir l'ouvrage de bout en bout procure une expérience de lecture étonnante. Chaque double page diffère des autres dans sa composition. L'effet de surprise est systématiquement ménagé. L'unité architecturale du livre tient à ces bandeaux colorés typiques de Schmitt qui apparaissent dès la page de titre et courent ensuite de page en page jusqu'à la fin du livre. Tantôt ils font office de socle pour ces gravures, tantôt de bout de ligne. Ils encadrent ou soulignent les bois en variant leur épaisseur. Ils ferment le rectangle de la page, qu'elle soit trouée d'un grand blanc ou saturée de texte. De la première à la dernière page, ils ramènent texte et images dans une seule et même structure. L'ornement n'est pas gratuit, il n'est pas autonome, mais au service de l'architecture globale et de ce que Schmitt appelait sa douce manie, que la typographie et l'illustration essayent de ne faire qu'un. L'art de Schmitt repose sur l'équilibre de la double page. Les pages en regard sont envisagées comme un ensemble dont le balancement harmonieux garantit la réussite. La disposition varie à chaque fois, mais est toujours parfaitement étudiée. La symétrie est la règle, plus ou moins accentuée, elle est toujours présente. Elle est constitutive de la manière de Schmitt qui en avait le goût, disait-il. Pour lui, la symétrie n'était que de la paresse d'esprit, un noble décor devant dérouler son rythme propre et complet sur toute la surface donnée. Schmitt a toujours aimé passionnément les livres, disait-il, surtout les anciens. Il ne faisait pas mystère de l'inspiration graphique trouvée chez ses lointains prédécesseurs, se revendiquant invariablement, je le cite, de la seule tradition qui vaut à mes yeux, celle des artisans des XVe et XVIe siècles. L'ordonnance du Cantique des Cantiques témoigne de ces réminiscences. Le décor de la page participe de l'intelligibilité du texte. Les ornements typographiques, lettrines, bouts de ligne structurent la lecture. Les bandeaux, vignettes et bordures unissent texte et images dans un propos commun. Mais cette tradition parfaitement assimilée est doublée d'un regard neuf. Une conception très personnelle et sensible de la page qui ferme dans l'élégance de lignes claires l'abondance du décor, comme les vastes espaces blancs qu'elle s'autorise, comme pour permettre une respiration, un silence poétique. L'ordonnance bien conduite des anciens est ici assujettie à un ordre rigoureux, limpide, qui donne à la page une incroyable sérénité et une grande modernité. Alors là, Fabienne, on peut passer sur la caméra. Si tu retrouves cette double page qui doit s'appeler imbrication texte-image. Non, ce n'est pas celle-ci, ça viendra plus tard. Voilà, ça doit être le prochain signé.
alors un autre. Sinon, on repasse sur le PowerPoint. En fait, j'ai 2 doubles pages à montrer. Voilà. Donc, modernité de sa conception de la page. Modernité également dans l'originalité du traitement des blocs. Sur cette double page, à droite, l'illustration se prolonge verticalement en élément de bordure qui mord sur la zone de texte. À gauche, c'est la lettrine E qui fait lien entre bloc image et bloc de texte. Voilà, là, on doit pouvoir passer, Fabienne, sur l'image que tu avais tout à l'heure. Non, pas les moutons, l'imbrication texte-image juste après. Oui, c'est pas évident, et puis je ne les présente pas dans l'ordre. Voilà, très bien. Sur cette autre double page, la lettre ornée S, à gauche, fait figure de base pour la bordure décorative en même temps qu'elle ouvre le texte. En face, la lettrine A est repoussée en bordure, en décrochement, sur l'autre page, voilà, est repoussée en bordure, en décrochement par rapport au pavé typographique, qui coupe lui-même la bordure de droite, qui est elle-même un prolongement de la vignette d'illustration, enfin, si vous me suivez. Et là, on va pouvoir passer sur le signet Colombe, qui doit venir un peu plus tard. Voilà, très bien. Parfaite imbrication texte-image ici également. Les yeux du lecteur sont guidés de l'image au texte et du texte à l'image sans pouvoir donner la préséance à l'un ou l'autre. L'ornementation intègre des références explicites au texte, comme la colombe, donc qui est citée juste à côté, et d'autres éléments plus implicites qui font écho à des éléments mentionnés ailleurs dans le récit, par exemple les lys, qui n'apparaissent pas dans le texte de la page, mais ailleurs. La présence de ces éléments de rappel, distillés ici et là, contribue à harmoniser l'atmosphère de l'ensemble. Simplifiée mais figurative, l'illustration peut se faire beaucoup plus schématique et allusive. Si l'on regarde de plus près la lettre I, tout en haut à gauche, voilà, la lettre ornée, on distingue le dessin très stylisé d'un rideau et d'une jeune fille. Allusion au harem décrit juste à côté dans le texte. C'est une simple épure composée en parfaite complémentarité de teintes, sable sur gris et gris sur sable. C'est en quelque sorte une lettrine historiée qui renonce à la narration pour l'idée. Chez Schmitt, l'image suggère plus qu'elle n'illustre. Le dessin, même dans les bois les plus descriptifs, se caractérise par une simplification des formes. On va repasser sur le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le dessin, même dans les bois les plus descriptifs, se caractérise par une simplification des formes typiques de l'art déco, économie du trait et traitement en 2 dimensions. Mais la géométrisation est plus accentuée dans les éléments de décor. Elle est nette dans le dessin des lettres ornées, sans toucher tout à fait à l'abstraction, car elle conserve le plus souvent un élément narratif, même très stylisé, comme ici à gauche les points pourpres de la lettre S qui font écho à la vigne mentionnée dans le texte et aux grappes de raisin représentées dans le grand bois juste au-dessus. La géométrisation est nette également dans les bandeaux et bordures qui, pour certains, évoquent les motifs de tissu ou papier peint de l'époque. Elle est très présente aussi dans les différentes vignettes disposées en cartouche sur la page, donc en milieu de page, comme ici sur la droite. La modernité de Schmitt réside dans ce traitement non littéral mais symbolique de l'illustration, qui n'explicite pas le texte, mais en restitue la poésie et l'émotion. L'importance accordée au texte et au sens le conduit à en proposer une transposition sensible, une transposition en image qui se déploie en résonance avec le texte, tous deux se répondant et s'enrichissant mutuellement. De manière assez frappante, il ne représente qu'une fois les 2 principaux protagonistes du récit. Pour incarner ce texte, il privilégie la représentation de la nature. Il ponctue son décor de motifs animaux et végétaux récurrents, dont la fraîcheur restitue la candeur et la noblesse du récit. Fleurs, fruits, colombes, renards, biches, chevreuils, gazelles, c'est toute une faune et une flore qui se déploient sous nos yeux et nous transportent dans une scène de paradis terrestre. Schmitt éprouvait un plaisir manifeste à peindre la nature qui le fascinait. Il déploie tout son art dans la représentation des jardins.
D'une richesse et d'une profusion tout orientale, ces jardins édéniques donnent la sensation, pour reprendre les termes d'un de ses admirateurs, d'être transportés en plein hiver dans un jardin de paradis. Les visions d'un Orient rêvé parcourent toute l'œuvre de Schmitt. Cet imaginaire trouve sa source dans son histoire personnelle. Son père, qui avait vécu en Algérie, lui avait transmis la nostalgie de ce paradis perdu, nostalgie vraisemblablement nourrie par la vogue de l'orientalisme qui touchait le monde des arts. Schmitt était viscéralement tourné vers l'Orient, comme le rappelait son fils Théo en 1930. « Mon père fut toujours attiré par l'Orient. De l'Orient, il aime la conception de la vie. Il y a en mon père un vrai cheikh arabe. » Et c'est effectivement en cheikh arabe que Schmitt a terminé sa vie. Après que la crise de 1929 aura détourné les acheteurs et ruiné son entreprise, il quittera définitivement la France pour le Maroc, où il meurt isolé et désargenté, mais en ayant épousé ce mode de vie oriental dont il rêvait. En 1924 ou 1925, la date est incertaine, Schmitt fait par ailleurs une rencontre capitale en la personne du docteur Mardrus, le savant orientaliste traducteur des Mille et une nuits, en qui il trouve un alter ego. Ils entretiendront mutuellement une créativité féconde. 6 traductions de Mardrus seront ornées par Schmitt, qui figure parmi ses plus grandes réussites. La complexité de ces bois appelle quelques mots sur la technique de Schmitt. Le degré de maîtrise auquel il est parvenu dans cet art est assez exceptionnel. Sa technique a été précisément décrite dans les souvenirs d'un de ses anciens apprentis, l'américain Ward Ritchie. Schmitt gravait sur buis selon la technique du bois debout, c'est-à-dire perpendiculairement aux fibres du bois. Plus dur et plus résistant, le bois debout était mieux adapté aux finesses de traits et aux impressions multiples. Il effectuait d'abord un dessin au crayon et à l'aquarelle, un dessin qui était ensuite reproduit à la surface du bois. Le bois était ensuite évidé au burin pour obtenir le bois de trait qui comprenait tous les éléments colorés du dessin. Ce bloc était ensuite imprimé et l'épreuve encore humide appliquée sur un second bloc, puis sur autant de blocs qu'il y avait de couleurs dans le dessin, chaque bloc étant patiemment évidé à chaque étape pour ne garder que les éléments nécessaires. Chaque teinte nécessitait un passage séparé sous la presse. 10 ou 12 passages étaient fréquemment nécessaires pour une seule page et jusqu'à 45 pour ces gravures les plus complexes. Ah là, tu vas pouvoir passer sur les moutons et le ciel. Schmitt recherchait la netteté du trait. Il ne doit jamais rien y avoir de vasouillard dans les traits qui doivent être incisifs et d'une grande pureté, écrit-il dans une lettre à son fils Théo. Le papier devait être très lisse. Schmitt avait une préférence pour le vélin, comme ici pour le cantique, et pour le japon. S'il n'était pas assez lisse, il le roulait à chaud pour l'unifier et permettre l'impression, puis l'humidifier pour lui restituer son grain d'origine. Alors oui, ce sont plutôt les bois qui l'ont, en l'occurrence, essayé de montrer. Alors, c'est pas évident, mais ils sont rehaussés de pigments argentés et laissent apparaître le blanc de la page aussi en transparence. Voilà, par exemple ici. Pour obtenir une telle harmonie de couleurs, il fallait posséder le regard du peintre, mais aussi être capable de décomposer l'image en plans superposés. La profondeur est donnée par les contrastes davantage que par la perspective très simplifiée. La luminosité est soulignée par l'ajout de pigments métalliques et la transparence obtenue par les interstices laissant apparaître le blanc du papier. Ouais, on n'aperçoit pas les rayons d'argent à la caméra. Les sabots sont rehaussés. Je vous remercie, on va repasser sur le PowerPoint. Pour conserver l'unité typographique de la page, l'encre noire des lettrines était mêlée de poussière métallique et les bandeaux et bouts de ligne ornés de discrets effets colorés et moirés en écho à la brillance des vignettes. Les partisans de la gravure sur bois estimaient qu'elle était le seul mode d'illustration adapté au livre. Imprimée comme la typographie en relief, elle seule pouvait garantir l'unité de matière de la page.
Ce principe, Schmitt le met rigoureusement en action par la taille nette de ses bois, timbrés sur le papier avec la précision franche d'une lettre d'imprimerie. Schmitt accordait une grande importance à la qualité de ses encres, et particulièrement à la profondeur de ses noirs. Il avait élaboré une recette qu'il garda toujours secrète pour leur apporter un velours incomparable. Mais la composition eut le tort d'être trop riche en huile de lin et de brunir les feuillets adjacents. Ce sont les traces qu'on aperçoit ici. Les rayons d'or et d'argent ajoutent à la somptuosité de l'ensemble. Plus que les ors des manuscrits médiévaux, ils évoquent les fastes et la lumière de l'Orient. Certains détracteurs ont d'ailleurs reproché à Schmitt de plagier l'art de l'enluminure persane, alors en pleine découverte. Je pense que tu peux te rasseoir, Fabienne. J'ai terminé pour les sous. Les portraits des deux principaux protagonistes, Salomon et la Sulamite, sont les seules représentations de la figure humaine dans tout le livre. L'élongation des corps et des visages, que l'on retrouve plus généralement dans toute l'illustration art déco, rappelle autant la manière des enluminures persanes que celle des estampes japonaises, très en vogue depuis plusieurs décennies, avec laquelle Schmitt partage aussi la délicatesse des teintes. On sait du reste qu'il s'était initié à cette technique avant la guerre. Comme dans la miniature indienne, persane ou arabe, les silhouettes sont comme suspendues au-dessus du sol sur un fond uni ou très simplifié. La posture du roi Salomon, quant à elle, rappelle les statuettes égyptiennes figurant Pharaon sur son trône. Les exemples de ces influences pourraient être multipliés. Elles ont fait l'objet de plusieurs travaux qui soulignent la dette de Schmitt à l'égard de l'art du livre oriental, qu'il s'agisse de sa composante ornementale, les couleurs, la combinaison entre réalisme et non figuratif, profondeur et aplat, ou qu'il s'agisse de l'approche architecturale du livre dans sa globalité. Selon Béatrice Gonin, à qui j'emprunte ses analyses, Schmitt fut un novateur dans l'art du livre illustré par sa capacité à assimiler divers emprunts occidentaux et orientaux et à les fondre dans un style original et cohérent. Plusieurs années étaient nécessaires pour mener à bien un livre, de 2 à 4, parfois plus pour les réalisations les plus ambitieuses. En moyenne, il fallait 1 mois pour terminer une planche et donc bien plus pour en imprimer l'ensemble. Le coût en était donc inévitablement très élevé. Pour pouvoir lancer de tels projets, Schmitt avait besoin de fonds qu'il trouvait auprès des sociétés de bibliophiles gagnées à sa cause depuis le succès du livre de la jungle ou auprès de mécènes, riches amateurs et collectionneurs. Pour financer le Cantique des Cantiques, il inaugure une forme de mécénat collectif. Il réunit un groupe d'admirateurs et amis parmi de riches bibliophiles, en l'occurrence Louis Barthou, Henri Wever, le docteur Amédée Baumgartner, Jacques André, Henri-Michel Dansac et Frédéric Sabatier d'Espérance. Moyennant une somme importante, de 10 000 francs chacun, dans le cas du Cantique, ces bibliophiles permettaient le lancement du projet. En contrepartie, les premiers exemplaires, dits 2 collaborateurs, leur étaient réservés. Pour augmenter leur valeur, ils étaient truffés, enrichis d'une double suite des gravures, en noir et en couleur, et souvent de pièces originales comme des aquarelles réalisées à la demande. Le reste du financement était apporté par les souscriptions. D'où le rôle crucial des expositions annuelles à la galerie Georges Petit. Schmitt y exposait dessins, maquettes et premières planches imprimées pour susciter les convoitises qu'aiguisait la faiblesse des tirages. Pour le Cantique des Cantiques, l'ensemble des exemplaires fut souscrit avant impression. Mener à bien des projets de telle envergure, d'autant que plusieurs étaient conduits parallèlement, supposait également que Schmitt s'appuie sur des collaborateurs, graveurs précis et compositeurs typographes notamment. En 1922, Schmitt s'adjoint les services du peintre et sculpteur hongrois Gustav Miklós, déjà employé dans l'atelier de Jean Dunand, auquel il fournissait des motifs pour ses objets de décoration. La découverte, il y a une douzaine d'années, d'un cahier sur lequel Miklós recensait et chiffrait ses travaux pour François, selon le titre donné à ce cahier, et la découverte d'une série de dessins et croquis relatifs aux livres de Schmitt a conduit certaines voix à mettre en doute l'authenticité des œuvres de Schmitt. Le caractère secret du travail de Miklós, que Schmitt n'a jamais évoqué publiquement, ajoutait à la suspicion.
Plusieurs études ont depuis nuancé cette analyse. Il n'est pas possible ici d'entrer dans les détails, mais des éléments concrets permettent de confirmer la paternité de Schmitt sur ses livres, dont il assurait seul la conception globale. Qu'une partie de l'illustration ait été, sur ces indications, le fruit d'un travail collaboratif d'atelier est une pratique habituelle qui ne remet pas en cause sa vision. Les archives Miklos confirment néanmoins, s'il en était besoin, le talent de l'artiste, dont la renommée était par ailleurs déjà bien établie avant qu'il ne rejoigne l'atelier Schmitt. De nombreuses aquarelles destinées à enrichir les exemplaires des souscripteurs sont de sa main, ainsi que de nombreux dessins utilisés notamment pour le décor de reliure. Schmitt savait s'entourer des meilleurs et admirer le travail de Miklos, dont plusieurs sculptures ornaient son atelier. Lié par une communauté de goût et de style, œuvrant au sein du même cercle restreint d'artistes en vogue, il baignait dans un creuset propice à l'inspiration et aux influences mutuelles. Je conclus ici cet aperçu de l'art du livre selon François-Louis Schmitt. Fidèle à la philosophie art déco qui souhaitait que chaque détail soit pensé dans un souci de cohérence et de beauté, Schmitt réalise avec le Cantique des Cantiques son rêve de livre total porté à la perfection d'une œuvre d'art. Cette représentation graphique colorée, non point faite sur nature, mais filtrée à travers un tempérament créateur, je cite ici son fils Théo Schmitt, cette représentation donc recrée à l'échelle du livre un univers en soi où texte et images véhiculent solidairement sens et émotion. Dans cette quête d'unité et d'harmonie, il était naturel que Schmitt se penche également sur la reliure de ses livres et imagine pour eux un habillage conforme à son ambition. Ce Cantique des Cantiques, donc livre majeur de la période Art déco, est aussi l'un des plus reliés de l'époque et dès l'époque. Et effectivement, le soin que Schmitt apportait à la réalisation de ses livres et son ambition de réaliser le livre total ne pouvait que le conduire à s'intéresser aussi à la reliure qui en constitue l'ultime étape. Et donc il va s'impliquer directement dans la conception des reliures de ses créations, dans la même veine luxueuse que celle présidant à la conception des livres eux-mêmes, en alliant perfection technique et un artisanat d'exception. Et outre sa perception personnelle de la reliure qu'il souhaitait mettre en œuvre, c'est une démarche qui est à mettre aussi en relation avec ces cercles de bibliophiles que Bérénice évoquait, puisqu'il s'agissait aussi de satisfaire ceux qu'il appelait ses collaborateurs et plus proches amis ou amis bibliophiles, qui, par leurs avances financières ou leurs souscriptions, permettaient à Schmitt de réaliser ses livres, dont le circuit de diffusion, finalement, se faisait plutôt hors des voies commerciales habituelles. Donc, ces bibliophiles, qui se réunissent dans les principaux clubs qui sont créés depuis la fin du XIXe siècle, que ce soit les 100 bibliophiles, les 20, le livre contemporain, le Cercle lyonnais du livre, pour en citer quelques-uns des principaux, attendent en quelque sorte aussi des productions sur mesure. Et il s'agit donc d'imaginer une reliure d'un genre nouveau qui soit aussi extraordinaire au sens premier du terme pour des livres hors du commun, des reliures radicales, modernes, qui s'inscrivent dans leur époque et qui soient en harmonie avec les textes qu'elles protègent. Parce qu'il y a malgré tout toujours ce souci de rester au-delà de la nouveauté, dans un précepte qui est élevé en principe depuis la fin du XIXe siècle, non d'ailleurs sans susciter de nombreux débats entre les relieurs et les bibliophiles, qui est la notion d'interprétation des textes à travers la reliure, donc, ce qui est un exercice qu'on peut juger parfois acrobatique. En un mot, la reliure se devait d'être une forme d'introduction au livre, libre à chacun de l'exprimer selon sa sensibilité et avec les limites que l'on peut y trouver. Le relieur Marius Michel, à la fin du XIXe siècle, a été un des premiers à mettre ce précepte en avant, en choisissant pour sa part d'imaginer une fleur ornementale qui était propre à interpréter l'atmosphère d'un texte. Et donc on voit tout de suite à ce simple énoncé les limites de l'exercice. Et d'ailleurs, au moment où, au tournant des XIXe et XXe siècles, il est temps de passer à autre chose apparemment pour tous.
Concernant le projet de Schmid, c'est avec la complicité et la collaboration de Jean Dunant, dont décorateur et dinandier célèbre qu'évoquait déjà Bérénice, son ami aussi de longue date, puisqu'ils se sont connus à Genève, où ils ont fréquenté tous les deux l'École des arts industriels de Genève. Donc c'est ensemble qu'ils vont mettre ensemble un projet en place, concomitamment à la création des livres, comme les expositions dans la galerie Georges Petit permettent de le constater, puisque de 1924 à 1927, on trouve exposées ces reliures ou les maquettes de ces reliures. Donc il s'agit pour les réalisations les plus luxueuses, qui sont celles qui vont nous intéresser ici plus directement, pour le Cantique des Cantiques, de remplacer les traditionnels plats de reliure en cuir par des panneaux de laque, qui est un matériau dont Jean Dunant avait appris les secrets de fabrication, la déclinaison moindre étant d'incruster des pièces de laque sur des reliures jansénistes en cuir, voire des nacres et des émaux. Et ces laques fabriquées par Dunant sont décorées d'après les dessins de Schmid, et comme pour la gravure des livres qu'évoquait Bérénice, la collaboration également de Gustave Miklos. Maîtriser la technique de la reliure était un autre indispensable pour finaliser le projet. Et c'est à cette occasion que Schmid s'attache les services des reliures les plus réputés de la place parisienne, et tout particulièrement ceux de Georges Crété, qui a réalisé la plus grande partie de ces reliures. Alors, la laque, c'est ici, celui-ci, okay, est un luxe venu d'Orient. C'est un attrait particulier qui est exercé en Occident par ces laques depuis des siècles, et d'abord dû à l'aspect de la matière, qui a beaucoup de profondeur, avec des effets remarquables de transparence, une qualité de finition assez spectaculaire, en somme un subtil mélange de luxe et d'élégance. Joue également dans cet attrait le mystère qui entoure le mode de fabrication. C'est un savoir qui se transmet oralement de maître à élève. Aux origines, les artisans asiatiques ont eu l'habitude d'utiliser la laque naturelle comme finition décorative et protectrice de leurs objets, même les plus simples. Puis cet art du laque, né en Chine, a été amélioré, codifié, notamment au Japon, où il est attesté dès le VIe siècle. Et l'intérêt pour les arts asiatiques, qui connaît un très fort renouvellement en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, joue évidemment un rôle excusez-moi, dans ce regain d'intérêt pour le laque. Cela coïncide aussi avec l'ouverture du Japon sur le monde, des relations commerciales à l'échelle internationale qui font affluer de nombreux objets en tout genre. Et vous voyez par exemple à gauche ce meuble. C'est un type de meuble qui est très représenté dans les expositions internationales et universelles qui marquent la fin du XIXe siècle, qui sont conçus comme tels pour exporter le savoir-faire, en l'occurrence ici du Japon. Et c'est ce type d'objets, de grands objets comme des meubles ou les petits objets que vous pouvez voir à côté, connaissent un très grand succès, comme par exemple le pavillon japonais, précisément lors de l'exposition universelle de 1900. En revanche, il n'y a pas de reliure au Japon, dans les pays asiatiques, pas en tout cas comme on l'entend, comme nous l'entendons vu d'ici. Et c'est le mouvement général vers les arts décoratifs extra-européens entraîne aussi un attrait vers les arts décoratifs de l'art islamique, compris dans son sens le plus large, et donc aussi pour les miniatures mogholes, indiennes et persanes. Bérénice évoquait justement aussi pour les illustrations, en fait, la source qu'ont pu constituer ces manuscrits. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le coup pour la reliure. Ce sont vraiment des reliures persanes, des reliures indiennes qui protègent des recueils de poèmes où on trouve des exemples de reliures façonnés d'une certaine manière comme ceux que l'on trouve aussi en Occident. Vous avez un exemple justement de cette reliure persane. Vous avez à gauche le plat supérieur et la deuxième image représente la doublure, qui est entrée à la Bibliothèque nationale en 1877, ce qui montre aussi, justement, c'est un moment où on est sensible à ce genre d'objets. Et c'est un matériau dont la richesse, évidemment, diffère considérablement des imitations de laque qui ont pu être produites en Europe.
à côté, ce qui apparaît pas l'imitation à côté, parce ne connaissant pas les techniques pour essayer d'avoir un peu ce type de rendu. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, notamment au début du XIXe siècle, comme cette reliure au vernis sans odeur, qui d'ailleurs s'agissait plutôt de produire des reliures à moindre coût que des reliures de grand luxe, que sont en revanche ces reliures persanes, dont vous voyez ici un exemple. Donc, le produit utilisé, c'est une laque, donc c'est une laque végétale, une laque naturelle, qui est une résine, qui est extraite d'une variété d'arbres qui poussent à l'état naturel en Extrême-Orient. Et au début du XXe siècle, pour la période qui nous intéresse ici, et qui intéresse justement le lieu de production de ce produit pour les reliures, et d'une manière générale pour toutes les productions de Dunant en lac, la plupart viennent du Vietnam, l'actuel Vietnam, puisqu'il y a des plantations d'arbres à lac qui sont installées au Tonkin, c'est-à-dire la partie septentrionale du Vietnam actuel, avec des exportations du produit depuis Hanoï vers la métropole pour différents usages. Alors, la qualité et la couleur diffèrent suivant les arbres, l'essence de l'arbre productif, de l'écaille foncée ou au blanc, et la récolte se fait, comme vous pouvez le voir sur l'image jointe, un peu de la même manière que pour celle du latex, par des incisions qui sont pratiquées dans le tronc de l'arbre, de façon à ce que la résine puisse s'écouler sous la forme d'un liquide un peu crémeux, comme du miel, en tout cas par son aspect, qui est recueilli dans des objets en vannerie. S'ensuit de très longs processus, c'est pour ça que c'est un produit qui est extrêmement coûteux et rare. Je vous passe le détail de filtrage, d'élimination des impuretés, de décantation, pour obtenir le produit final, qui demande là encore des traitements précis et lents, avec une application qui se fait avec des pinceaux plats spéciaux, des palettes, dont vous pouvez voir quelques exemples. On estime qu'il faut une vingtaine d'opérations minimum pour obtenir un beau lac. Le principe reposant sur la pose successive de couches. Chaque couche de lac supposant, avant de passer à la couche suivante, qu'on le laisse sécher, durcir, qu'on le ponce et on remet une autre couche. On peut avoir jusqu'à 40 couches de lac dans le cas des lacs les plus finis. Et ce lac achevé peut être peint, gravé, sculpté, incrusté de poudre d'or, d'argent. Alors, la laque peinte est obtenue en dessinant le motif décoratif avec une pointe sèche et en reprenant avec des laques de couleur. Et puis, il y a un procédé particulier qui est particulièrement apprécié par Dunant, qui est la coquille d'œuf. Donc, ce que vous voyez à droite. Donc, il s'agit de vraies coquilles d'œuf de poules de Cannes, c'est apparemment ce qu'il faut en priorité, qui fournit des effets craquelés très spectaculaires. Et cette coquille est lavée, écrasée, tamisée pour obtenir des fragments excusez-moi, inégaux, et ça s'apparente en fait à une véritable mosaïque. Alors, Dunant apprend les secrets de la laque asiatique, ou en tout cas se familiarise davantage avec cette technique auprès de Seizo Sugawara, qui est un maître japonais, qui a fait partie de la délégation japonaise qui a été envoyée à Paris pour l'exposition universelle de 1900, et qui va s'installer ensuite à Paris. Et Dunant, qui s'est d'abord intéressé au procédé pour laquer ces objets en métal, s'intéresse ensuite en elle-même à la matière pour réaliser des objets complets, comme ceux que vous pouvez voir, soit très grands, comme le paravent, ou bien de petits objets de décoration. Et en fonction du travail nécessaire, il y a jusqu'à 2 ans de travail, parfois, sur certaines pièces. C'est donc cette technique qui va être mise en œuvre pour créer des reliures laquées issues de la collaboration entre Schmid et Dunant. Comme le rappelait Bérénice, donc l'édition a été tirée à 110 exemplaires, les 6 premiers étant des exemplaires de collaborateurs, avec une double suite des gravures. Et dans ces exemplaires de tête ou apparentés, ou ceux destinés aux premiers souscripteurs, on a de nombreux éléments qui sont ajoutés, qui nous permettent de comprendre un peu comment les choses se sont passées. Et d'ailleurs, dans un certain nombre, figure une copie
du procès-verbal de la réunion d'octobre 1923, durant laquelle furent décidées les conditions de publication du livre et le bon de souscription, avec les personnages que citait Bérénice. Et donc ce sont ces personnages qui ont été destinés en priorité à recevoir ces pièces de grand luxe. D'après, donc on dénombre sur les quelques 75 exemplaires à peu près qui ont pu être localisés, identifiés, connaître la nature de leur reliure. Donc sur les 110, il y a environ une petite quinzaine qui ont des plats complets en laque. Et d'après Ernest Crozat, qui est consacré un paragraphe important dans sa monographie dédiée à la reliure en France de 1900-1925 à la fructueuse collaboration de Schmitt et Dunant, la toute première réalisée est celle que vous avez sous les yeux, qui fut réalisée pour le bibliophile André Berthaud, sur son exemplaire, qui n'est en l'occurrence pas un exemplaire de collaborateur, parce qu'il porte le numéro 66, mais qui a appartenu ensuite à Frédéric Sabatier d'Espérance, qui pour le coup, lui, était un des collaborateurs, mais ne semble peut-être pas avoir souscrit finalement immédiatement. Et je remercie d'ailleurs au passage mes collègues de la bibliothèque de Montpellier pour la fourniture de l'iconographie que vous pouvez voir ce soir. On sait effectivement, grâce à l'exposition dans la galerie Berthaud, qu'en 1924, les colombes appartenant à M. Berthaud sont exposées. Le lac est exposé dans la galerie. La source d'inspiration, on peut penser assez légitimement qu'elle se trouve peut-être sur la couverture du volume, puisqu'on voit effectivement sur la petite couverture, le petit rectangle vertical, deux colombes penchées l'une vers l'autre, bec à bec. Ce qui est caractéristique de ces exemplaires de luxe aussi, c'est la dédicace, comme celle que vous voyez à droite. Généralement, Schmitt calligraphie ou fait calligraphier par Miklos le texte qu'il souhaite voir porté sur les exemplaires, avec un petit renvoi souvent au texte lui-même. Et vous avez là l'archétype de ce qu'on trouve dans ces exemplaires de luxe. C'est-à-dire, à gauche, vous avez la maquette, ou plutôt la gouache finale. C'est pour ça qu'on trouve très rarement les gouaches. On ne trouve pas de gouache en dehors sur le marché ou indépendantes. C'est qu'elles ont été jointes systématiquement aux exemplaires, ou quasiment systématiquement, comme on le verra. Donc à gauche, la gouache originale. Au centre, la reliure dans son état final, et à droite, vous avez un détail qui vous permet d'apprécier la qualité de la laque, avec les ajouts de couleurs, le limaille de métaux précieux, or, argent, et donc cette technique de la coquille d'œuf, dont le travail a été réalisé par Madame Nam, une anamite qui était spécialement destinée à faire ce travail dans l'atelier de la rue Allais. L'attention apportée aux gardes est extrêmement importante aussi, puisque là, les reliures sont doublées, c'est-à-dire qu'on a du cuir à l'intérieur des volumes. Et le papier métallisé que vous voyez est également produit spécialement pour ces ouvrages. Et vous voyez en bas la laque de Dunant d'après Schmitt, donc ce qui est porté sur les exemplaires. La bordure orange que vous voyez sur la doublure correspond au retour de la laque. Ça vous permet d'apprécier la manière dont en fait, la laque vient s'enchasser sur le carton, puisqu'il faut pouvoir... la reliure est faite en deux temps. Il y a tout le travail de plassure, de couture qui est fait d'un côté, et puis on vient fixer le lac sur le carton. Ce qui permet de maintenir l'ensemble correctement assemblé. Une deuxième reliure semblable est faite cette fois pour Amédée Baumgartner, qui est un ami de très longue date, également bibliophile, chirurgien, ami de très longue date de Schmitt, puisqu'ils ont se trouvé ensemble dans la résidence qui accueillait les protestants, rue de Vaugirard, notamment de Suisse. Et j'ai mis aussi à côté cette note qui relève, qui figure, qui est reliée dans un certain nombre d'exemplaires, pas nécessairement tous, qui est la note que Schmitt adresse au relieur, ce qui montre vraiment jusqu'où il pousse le souci de la manière dont on va relier ces livres, où il recommande de laisser intactes les tranches de ce livre qui ne saurait être rogné ni doré, même sur brochure, sans porter atteinte au caractère du livre. Ce ne sera pas toujours respecté. Et même chose à droite, vous voyez la doublure, où là encore les encadrements colorés
orange et rouge, vous voyez, correspondent au retour de lac sur le contreplat. Parmi les lacs qui ont été réalisés, il y a un certain nombre de portraits. Donc je reviens sur le contenu du volume, où il y a Salomon, qui est donc au cœur du récit du Cantique des Cantiques, a été visiblement une source d'inspiration. Donc on a dans le livre le médaillon, qui est donc généralement placé avant le frontispice, et dans le corps du volume, ce portrait du roi Salomon en majesté. Et on le retrouve sur la reliure, enfin réinterprété. Vous avez l'aquarelle, enfin la gouache originale à côté pour l'exemplaire qui est réalisé pour Henri Weber, qui est un des collaborateurs qui a souscrit donc dès le départ à la publication du Cantique et donc qui est exposé dès 1924. Exemplaire numéro 1, traditionnellement, c'est destiné à Louis Barthou, une des grandes figures de la bibliophilie du début du XXe siècle, et un autre portrait qui ne prend pas cette fois la totalité. C'est un lac complet, mais le personnage est sur une partie un peu plus limitée, en fait, un carré limité sur le lac, défini sur le lac lui-même, pardon. On va bientôt, je pense... Voilà, on va pouvoir passer, je te dirai le top départ. Et parmi les pièces, vous parlez tout à l'heure de quelque chose qui a changé un petit peu la présentation qu'on pouvait faire aujourd'hui, c'est que nous avons eu la chance d'acquérir en début d'année l'exemplaire qui vous est montré ce soir, avec une reliure qui est constituée donc d'un lac. Là, on peut peut-être montrer tout de suite Bérénice Leplein inférieur, qui est janséniste, ce qui est le cas pour toutes ses réalisations, en fait. Voilà, la base, on part de ça au départ, et ensuite, sur le plat supérieur, on retrouve le dessin tel qu'il a été conçu par Schmid. Alors, je vous indiquais au départ que le principal collaborateur pour la reliure de Schmid était Crété. C'est une pièce qui fait exception à la règle, puisque la reliure a été réalisée par un autre relieur bien connu de la reliure parisienne à cette date, qui est Marcellin Lortic. Donc, vous voyez à la fois le travail du lac, avec les perles dans la coiffe du roi Salomon qui sont obtenues par une petite coquille d'œuf, et puis des rehauts argent qui sont sur l'ensemble du casque. Et la couleur du fond du lac qui participe aussi au goût de l'époque, avec ce rouge bordeaux et les éléments dorés, dont les reflets contribuent un petit peu à accentuer l'effet d'opulence et d'élégance de la pièce. Et cette reliure est aussi remarquable en ce sens qu'elle est la seule connue, jusqu'à présent, en tout cas recensée, à être faite non pas en cuir, mais en tissu. C'est la bande que vous avez sur le côté, ce qui vaut aussi, on peut l'ouvrir, Bérénice, pour les doublures et... Voilà, qui sont, ça s'apparente à un velours. Alors en fait, il semblerait que plus exactement ce soit un tissu chenille, doux et dufteux, qui était très prisé pour la tapisserie et les tissus d'ameublement, en raison de sa résistance, y compris à l'abrasion. Et c'est un tissu chenille qui a un poil plus haut et plus volumineux, en fait, et qui crée des effets, de ce fait par son épaisseur, qui crée des effets de moiré, qui accentuent encore le côté luxueux de la pièce et qui correspond bien au souhait souvent des artistes art déco de faire la part belle aux matériaux les plus nobles. Le volume, on peut voir aussi souvent la technique de montage avec si tu prends l'angle pour montrer le montage, en fait, c'est monté sur onglet pour montrer la tranche de queue. Non. C'est la fin du livre. Je vais prendre là. Voilà, c'est ici. Si tu regardes la séance. Non, tu vois pas là. Pardon. Non, tu fermes le livre. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui,
de montage, en fait, c'est-à-dire que on décide d'avancer les pages, et vous voyez comment le lac vient s'encastrer sur la demi-reliure, alors qu'il est sinon sur le carton, et puisqu'on façonne le livre en 2 temps, en fait. C'est l'avantage de ce type de technique, d'avoir des formes des plats rapportés. On peut travailler séparément le lac, et on vient l'ajouter au dernier moment. On peut repasser au PowerPoint. Alors, il existe une autre reliure qui présente ce portrait, un portrait monumental, aussi un autre exemplaire, mais il est vrai par rapport à celui que vous avez sous les yeux, paraît comme une esquisse, en fait, puisqu'on n'a pas tous les détails, en tout cas, qu'on peut avoir sur l'autre, l'exemplaire qui est si richement laqué. Alors, ce choix fait référence à un goût aussi prononcé pour Schmitt pour les portraits. Je sais pas, à titre d'exemple, par exemple, ces 2 portraits de femmes qui renvoient aussi à ce goût pour l'Orient, voire l'Extrême-Orient, qui figure dans l'histoire de la princesse Boudour. Et à titre plus informatif, parce que c'est plus tardif, beaucoup plus tardif, pour le coup, c'est vers 1930, une Athéna simple qui est sans relation aucune avec un livre. Pour cet exemplaire, il a appartenu à Henri-Michel d'Ansac, qui était celui-là même qui avait sollicité Schmid pour le livre de la jungle, avec un envoi, dont vous voyez dans les archives Miklos d'ailleurs le brouillon, avec la préparation de la calligraphie, et le petit mot de Schmid fait référence, avec le dessin du renard, à un élément qu'on retrouve dans les bois du Cantique. Alors cette reliure, en fait, quand on regarde la liste des exposés de la Galerie Petit en 1924, on lit est présenté le roi Salomon, masque, appartenant à M. Guerquin, qui donc fait état, semble-t-il, d'un changement de destinataire, puisque là, on a l'exemplaire de Dansac. Alors, il se trouve qu'il y a l'exemplaire de Guerquin est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Belgique. Et je remercie les collègues de la KBR pour les images qu'elles ont bien voulu me transmettre. Il y a dans cet exemplaire 2 lettres de Schmid à Guerquin, qui ne sont pas datées, mais pour lesquelles Schmid écrit à Guerquin « Pour votre livre, c'est ce que j'ai entouré, je n'ai rien fait encore, mais garde pour vous l'idée que j'ai d'une grande figure de Soleiman. » Et dans une 2e lettre, toujours pas datée, il précise « Votre carton de reliure pour le Cantique est prêt, si vous voulez bien le venir voir. Dunant le commencera aussitôt, s'il vous plaît. » Alors, il faut croire que ça n'a pas forcément plu à Guerquin, puisque ce n'est pas ce qui se trouve dans son exemplaire, mais en revanche... Pardon, je vais aller un peu loin là. Je vais aller à la fin, ce n'était pas prévu, même si on se rapproche de la fin. Je vais remonter comme ça. Hop. Voilà. Il se trouve dans l'exemplaire de Guerquin, en fait, on trouve la maquette de la reliure qui finalement a été faite pour Schmid, pour Henri d'Ansac. Donc Guerquin a conservé en fait le dessin original que lui a sans doute proposé, qu'il a proposé à Guerquin, et finalement, c'est question de goût, hein, mais voilà, ça c'est l'exemplaire de Guerquin aujourd'hui. Il a préféré une laque. On trouve aussi l'aquarelle dans le volume, représentant cette femme plutôt que le portrait. Voilà. Donc du coup, on est assez content de pouvoir mettre en relation aujourd'hui avec notre exemplaire la maquette originale. Je vois que le temps passe. Donc je vais passer assez rapidement pour que vous voyez simplement des exemples j'ai le temps quand même de vous parler de Legrain. Donc je vais simplement défiler dans ce cas en fonction de leurs différents exemples, tous ces différents exemples de reliures avec des lacs. Donc avec les motifs, on a vu avec Bérénice l'importance en fait des paysages, de la végétation, de la sensibilité que Schmid pouvait avoir avec ses représentations. Donc on le retrouve aussi sur les reliures. Ça, c'est à côté de la reliure avec le roi Salomon, le 2e volume pour Weber, c'est celui-ci, donc avec un jardin. Il y a également donc la nature avec les biches, là aussi des figures importantes qu'on retrouve dans plusieurs bois du Cantique.
grappes de raisin, papillons, et puis juste une petite bande ici représentant fruits et fleurs, donc panneau entier en lac. Cette reliure est un peu particulière parce que pour une fois, le lac n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur, c'est-à-dire ce sont les doublures qui sont laquées, alors que l'extérieur propose un assemblage de peau de serpent, qui est une peau aussi très appréciée à l'époque Art déco. Et comme cette technique quand même de plat en lac était assez compliquée, enfin c'était assez lourd techniquement à mettre en place aussi, parallèlement, et de plus en plus, ce qui a été mis en place, ce sont des incrustations de lac, y compris pour des exemplaires précieux, puisque là, c'est l'exemplaire personnel de Schmid avec 3 volumes. Donc, vous avez trois lacs qui sont incrustés, et la boîte, en revanche, est entièrement en lac, la boîte qui réunissait l'ensemble. Et sur la droite, vous avez les doublures qui sont peintes par Schmid. Encore un exemple qui illustre le travail de préparation des lacs avec une esquisse, celle-ci qui se trouve dans les archives Miklos, la gouache finale et le lac réalisé et incrusté sur la reliure. De temps en temps, un peu de répétition. Enfin, c'est un des rares cas où en fait mais c'est plus fréquent quand on a des incrustations de lac, puisque là on a 2 exemplaires qui répondent à la même maquette. Et parfois des lacs très petits, comme sur la reliure qui est à gauche. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus ce soir. Vous avez également quelques reliures entièrement conçues par Schmid, signées par lui, même si ce n'est pas lui qui a pu les façonner, mais cette fois sans intervention de lac, et qui rencontre les sujets géométriques qu'on a l'habitude de voir à l'époque Art déco. Car si Schmid a fait réaliser un grand nombre de reliures sur ces exemplaires, il y a des exemplaires circulaient également en feuilles, libres ensuite à chacun de les faire relier comme il l'entendait. Et je vous ai mis notamment à gauche une reliure de Crété sur son exemplaire personnel. Donc Crété, qui est celui-là même qui fait les reliures avec les lacs et le montage des lacs, pour son exemplaire, a choisi une des fleurs emblématiques que l'on trouve à plusieurs reprises reproduites dans le livre, qui est une fleur de lys. Et tout à fait à droite, vous avez une reliure qui est par Germaine Schröder, qui se trouve avoir été une des collaboratrices et une des femmes qui a relié pour Pierre Legrain, dont je vais aussi vous parler en faisant attention également au temps. Donc Pierre Legrain est le relieur qui marque la période Art déco. Je reprends mon texte, que je ne me trompe pas. Pardon. D'ailleurs, l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925 le désigne, de même que Jean Dunant y a été consacré comme un maître du métal et de la laque. C'est une exposition qui scelle aussi la réputation de Legrain, qui est distingué comme le représentant majeur dans l'art de la reliure. Il est venu à la reliure par les meubles, mais les meubles n'étaient pas exposés. Et ces reliures se retrouvent dans de nombreux espaces de l'exposition. Vous avez vu tout à l'heure le bureau bibliothèque conçu par Pierre Charot, dans les étagères qui garnissaient les murs du bureau étaient remplis de livres conçus, reliés par Legrain. Et le rapport général de l'exposition est d'ailleurs dithyrambique sur le travail de Legrain. Je me contenterai de ces 2 phrases. « Il n'est plus possible de dépasser un tel degré de perfection. Le décor, sous influence de Legrain, a pris un essor merveilleux vers des domaines jusqu'ici inconnus. » Bon, effectivement, après ça... Et d'ailleurs, Legrain a pu lui-même mesurer le succès de ses créations en constatant combien nombreuses étaient les reliures qui reprenaient ses propres canons dans tout ce qui était exposé. Donc, ces canons devenus en fait une forme d'archétype de la reliure art déco, sa sobriété du décor, typographie du titre, etc. Et c'était au point que Legrain a même posé réclamation. Il fait une démarche en estimant qu'il était volé et que ça faisait trop. Et c'est une démarche qui a été, selon les cas, comprise ou incomprise d'ailleurs de ses confrères, puisque d'une certaine manière, certains lui disaient que c'était la rançon de la gloire, et que finalement être copié attestait combien son rôle était devenu important. Alors pour passer à
rapidement rappeler qu'au tournant des 19e et 20e siècles, il y a de nombreuses remises en question dans le monde du livre, et ça touche également les décors de reliure, qui devient à ce moment-là, la reliure, ce qui n'était pas le cas auparavant, un lieu d'expression aussi pour une nouvelle génération de créateurs qui sont issus du monde des arts décoratifs ou graphiques, voire des beaux-arts, et qui sont venus par vocation personnelle ou l'incitation déterminante d'un amateur à la reliure. Et à ça s'ajoute aussi une clientèle de nouvelle génération de bibliophiles, donc qui souhaitent avoir des reliures également nouvelles. Ça se passe de manière différente, en fait, en fonction des reliures. Et là, vous avez deux exemples de reliures qui sont produites en même temps que les reliures de Legrain, qu'on va voir un petit peu après, qui sont restées, en fait, même issues réalisées par des personnes extérieures à la reliure, qui restent dans le style Art Nouveau. Il y a notamment Adolphe Giraldon, qui est un artiste peintre, décorateur, qui réalise un certain nombre de décors de reliure qui sont exécutés par Georges Canap. Et il y a une collaboration restée aussi célèbre entre l'artiste Jules Chadel, qui conçoit des décors de reliure pour Henri Wever. L'un, comme vous voyez à gauche, est fidèle à la tradition de la mosaïque telle qu'elle est pratiquée, notamment au XIXe siècle, et l'autre, plutôt à droite, pour Joly, privilégie les décors de fer. Mais celui qui crée vraiment la rupture, puisque on est vraiment dans les mêmes dates, comme vous pouvez le voir, je pense, de manière assez évidente, c'est Legrain, puisqu'il est le premier, en fait, à mettre en œuvre dans le domaine de la reliure des préceptes qui, en fait, sont énoncés d'ailleurs dès le milieu du XIXe siècle dans le monde des arts décoratifs, qui est de faire des propositions allant vers un décor aux lignes simplifiées et pour aboutir à cesser, en fait, se démarquer des habituels jeux d'imitation, renoncer aux formes plus conventionnelles du passé, adopter une rupture franche. Et donc, avec Legrain, la reliure adopte sa propre forme de modernisme abstrait, fondé sur la géométrie. Et Legrain, donc, qui n'est pas relieur non plus, hein, puisqu'au départ, il travaille pour le décorateur Paul Iribé, créateur de meubles, pour le milieu parisien de la mode. Et avec Iribé, il participe au réaménagement de l'appartement du couturier et bibliophile Jacques Doucet, et c'est Doucet qui demande en 1916 à Pierre Legrain d'imaginer, dessiner les ornements des reliures qu'il dessinait à la bibliothèque de littérature moderne qu'il a commencé à constituer. Et donc Legrain, donc, qui n'est pas relieur, confie l'exécution, de même que Schmid l'a fait, à des relieurs, hein, donc René Kiefer, Germaine Schroeder, que je citais, Henri Noulac, Georges Canap. Et en l'espace de 3 ans, 1916 à 1919, il y a à peu près 350 reliures qui sont réalisées, qui connaissent un succès immédiat. Et au départ, comme vous voyez ici, Legrain travaille beaucoup sur les titres. C'est pas nouveau, on a des exemples à la fin du XIXe siècle, mais avec cette modernité et le choix d'une typographie résolument moderne, il est vraiment le premier. Et c'est le succès que rencontrent ces décors lors de la première exposition des reliures de Legrain en 1919 lance définitivement la mode de ces décors, je vais appeler modernes. C'est aussi ce succès qui permet à Legrain de se détacher de son mécène initial, et en 1922, il ouvre son propre atelier avec ses propres ouvriers, un atelier qu'il va occuper jusqu'à sa mort prématurée en 1929, et devenant la figure prééminente dans le milieu de la reliure, avec une clientèle élargie à tous les bibliophiles. Et dans les plus de 1200 reliures que Legrain a réalisées de 1925 donc à sa mort en 1929, il développe le vocabulaire décoratif initialement appliqué au livre de la bibliothèque de Doucet, travaillant sur les titres, comme vous voyez ici par exemple sur ces exemplaires de Daphné, qu'il a donc beaucoup reliés, plus d'une dizaine de fois, des formes géométriques, avec aussi, comme vous voyez sur la reliure qui est complètement à droite, des incrustations de bois précieux. Et ce qui est aussi caractéristique de son travail, les formes géométriques, des utilisations de cuir classique avec des cuirs plus inattendus ou des matières telles que les métaux ou le bois.
Il ne renonce pas pour autant à la dorure. Encore un autre exemple de livre de Schmid relié par Legrain, et qui montre aussi une des autres caractéristiques du travail de Legrain, puisque là vous avez la reliure déployée et ouverte, qui est de travailler ces décors sur la totalité du plat supérieur jusqu'au plat inférieur. Pour ce qui est du Cantique des Cantiques, donc on va pouvoir voir les deux reliures. On va pouvoir prendre la première, Bérénice, oui, celle-ci. Donc c'est une reliure de Legrain qui n'est pas la première qu'il a réalisée. Pardon, est-ce qu'on peut revenir au PowerPoint un petit instant, s'il vous plaît? Merci. Donc la toute première qu'il a réalisée, c'est celle-ci. Je vous ai mis en regard, pour qu'on ait une idée des couleurs, parce qu'on ne sait pas où est aujourd'hui l'exemplaire de Florence Blumenthal, une reliure réalisée aussi par Legrain sur l'histoire charmante de l'adolescente sucre d'amour, qui reprend un petit peu la même manière stylisée de figurer soit une fleur, soit une lyre. Les interprétations diffèrent. Et ce qui est caractéristique chez Schmid, c'est de réutiliser, chez Legrain, pardon, c'est de réutiliser les maquettes aussi. Et là, vous avez donc, par exemple, cette maquette qui est à droite, une conception entièrement géométrique, dont le projet de reliure, qui en fait n'en est pas un, puisque la reliure est déjà faite, a été publié dans le répertoire du Gouvernail avec d'autres exemples de reliures, et il l'a décliné. Donc on va prendre Bérénice, du coup, plutôt la violette, donc c'est une des reliures qui est à la réserve. Donc il la décline en variant uniquement les couleurs. On peut passer à la... Voilà. Avec un maroquin, cette fois violet, et un décor qui se poursuit en continu, simplifié au second plat. Et si on peut juste ouvrir pour voir la doublure. Voilà, ça aussi, c'est ce genre d'encadrement qui est caractéristique de son travail. On peut revenir au PowerPoint. Et donc à droite, vous voyez une troisième reliure sur le Cantique des Cantiques avec le même modèle, mais cette fois, c'est Jacques-Antoine Legrain, le beau-fils de Legrain, qui reprend son atelier à sa mort, qui reprend une maquette pour un troisième exemplaire. On peut repasser, ce sera la dernière fois, à la caméra pour cet autre exemplaire, également conservé à la réserve, qui est une autre déclinaison de décor géométrique proposé par Legrain sur le Cantique des Cantiques, qui joue évidemment aussi beaucoup des ors, des palladiums et des jeux de couleurs et d'effets entre les pointillés, les plus ou moins resserrés, les jeux de mosaïques de maroquin, et qui se poursuit, qui propose au second plat. Là, pour le coup, on a un décor complet. Donc, suivant les cas, on va avoir un décor simplifié au second, et celui-ci, un décor complet, mais qui a également son double. On va d'abord regarder quand même aussi la doublure. Vous allez voir, c'est toujours un petit peu le même principe, voilà, d'un encadrement dont le décor rappelle le décor des plats. Et merci, Bérénice. Si on peut revenir au PowerPoint. Et cette reliure a, elle aussi, son double, vraiment dans les mêmes couleurs. J'ai cru à un moment donné que c'était peut-être le même exemplaire, mais en fait, non, puisque on sait que l'exemplaire qui est à la bibliothèque est entré en 1951. Or, une autre reliure absolument identique figure dans la vente Cyclès en 1962. Une reliure terminée l'année de sa mort, 22 février 1929, pour lequel on dispose de la maquette, ce qui permet de voir comment travailler Legrain, avec des indications dans le bandeau sur la manière de donner les indications aux relieurs, notamment sur les couleurs. Et la toute dernière reliure, je vais faire vite, du coup, voilà, réalisée par Legrain sur le texte du Cantique des Cantiques, et l'exemplaire réalisé pour Madame Louis Solvay, qui est donc terminé le 27 mai 1929, d'après les comptes d'atelier, qui propose là encore un autre type de déclinaison de décor très géométrique qui caractérise mosaïque de cuir et décor géométrique avec des ors qui caractérisent le travail de Legrain. Et nous allons terminer sur une reliure qui, à ce titre, n'est pas sur un Schmid, mais qui est assez emblématique
je pense, de l'époque que nous venons d'évoquer avec vous. Dans le livre de Legrain, à rebours, l'édition réalisée par Auguste Lepère, dont précisément Bérénice vous a parlé tout à l'heure, cette manière de reboucler, en fait. Et puisque vous voyez sur les plats, à la fois le travail géométrique caractéristique du travail de Legrain, des ajouts de matériaux au marocain que sont le nacre, la laque, la coquille d'œuf, laque et coquille d'œuf, qui sont l'archétype des reliures à laque conçues par Schmitt sur un certain nombre des exemplaires de l'édition du Cantique et d'autres éditions d'ailleurs. Bérénice, je te laisse juste un petit mot de conclusion rapide. C'est la fin, oui, très rapidement. Donc nous arrivons au terme de cette conférence de 7 heures ou heure et quart consacrée au Cantique des Cantiques, en espérant que cette conférence vous aura permis d'entrevoir ce que l'art déco a pu apporter à l'art du livre lorsqu'il est mené à son plus haut degré d'élégance et de raffinement. Conformément à l'ambition art déco d'allier à l'esthétique de l'objet l'adéquation à sa fonction, la luxueuse et délicate harmonie de ce livre, le Cantique, ne servait pas le seul plaisir des yeux, mais d'abord et avant tout la beauté du texte, serti dans l'écrin d'un moderne incunable. Merci. Si quelqu'un veut voir les... Je sais pas si les personnes viennent voir la pièce, non ? Bonsoir, merci. Alors moi, j'ai pas une question. Merci pour cette présentation. C'était juste pour dire que donc je travaille à la bibliothèque littéraire Jacques Jousset, où en effet on est familier de Pierre Legrain et qu'on a une boîte d'archives. Donc c'est pas grand-chose, mais qui contient de la correspondance de François-Louis Schmitt. Donc je le dis si jamais ça vous intéresse vous ou si ça intéresse quelqu'un ici dans la salle. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est juste juste une petite remarque. D'abord pour remercier nos deux oratrices. Et puis, je voudrais simplement préciser publiquement donc, que la reliure à laque qui a été présentée, la reliure de Dunant, donc, qui a été acquise par la réserve des livres rares au printemps dernier, a été acquise grâce au mécénat de la Fondation Breslau. Voilà. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la Fondation Breslau. Merci beaucoup. Merci de votre... être là ce soir et donc je donne rendez-vous le 17 juin. On change totalement de sujet et vous verrez une grande carte très importante, une carte géographique chinoise qui sera présentée par nos collègues du département des cartes et plans. Bonne soirée.